Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, la ministre des Finances a voulu rassurer les Canadiens de plus en plus inquiets par la hausse du coût de la vie. Dans un discours attendu jeudi à Toronto, Chrystia Freeland a rappelé que son gouvernement a adopté plusieurs mesures totalisant près de 9 milliards de dollars dans les 2 derniers budgets. Ce sera notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Joël Denis, Althia et Catherine, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la ministre Freeland rappelle avoir un plan de 8,9 milliards pour lutter contre la hausse fulgurante de l'inflation au pays. Althia, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours de Chrystia Freeland devant l'Empire Club à Toronto? C'était un exercice de communication puisque c'était, je dirais, une réponse à la crise qui vient de s'annoncer ou qui s'avère plus sérieuse que peut-être il y a plusieurs Canadiens qui le croyaient. En fait, toutes les annonces qu'elle a faites aujourd'hui étaient déjà dans ses 2 derniers budgets, mais c'est quand même intéressant qu'elle a pris la peine de s'adresser à cette question. Il y a 2 choses qui sont ressorties pour moi. Il y avait une attaque dirigée très claire envers M. Poilievre, qu'elle a dit qu'il était non seulement irresponsable, mais qui démontrait un alphabet économique. Elle l'a pas nommé, évidemment, mais c'était quand même intéressant de voir qu'elle mettait ce petit tir-là dans son discours. L'autre chose qui m'a remarqué, franchement, c'était qu'elle semble avoir un manque de compréhension et de compassion envers les Canadiens qui souffrent vraiment. Elle nous a parlé qu'elle vit à Toronto, qu'elle est en train d'élever 3 enfants sans voiture, puis plus tard, elle nous décrit qu'il y a des gens qui grimacent quand ils voient les prix de l'essence à travers le pays. C'est vrai qu'ils grimacent peut-être, c'est plus que grimacer, mais elle a parlé de ces Canadiens-là. Puis, ces Canadiens-là qui grimacent quand ils voient le prix à l'épicerie ou à la station d'essence, c'est quasiment tout le monde, je dirais. Il y a très peu de gens qui vont pas remarquer que le coût de l'essence est à 2 $ et plus à travers le pays. Alors, ça m'a remarqué, mais je dirais que c'était vraiment un exercice de communication plus qu'un exercice en termes de politique. Oui, parce que Catherine, justement, l'opposition à Ottawa reproche au gouvernement Trudeau de servir finalement du réchauffé, du recycler des vieilles annonces. Est-ce que c'est un reproche qui vous semble valable? Oui, bien disons que l'opposition a parfois tendance à exagérer, mais je pense que cette fois-ci, là, c'est tout à fait vrai. Écoutez, je voyais la liste là, finalement de ce que Mme Freeland a soi-disant annoncé aujourd'hui. La pension de sécurité de vieillesse, là, c'était déjà prévu que ça augmente de 10 %. Là, je m'excuse, c'est absolument pas nouveau. C'est bon. Et d'ailleurs, ça doit entrer en vigueur là en juillet 2022. Là, c'est peut-être pour ça qu'elle le rappelle, mais c'est absolument pas nouveau. Elle nous a encore une fois parlé des garderies et ça. Alors, on sait que bon, c'est pas parce qu'on a signé des ententes avec toutes les provinces que bon toutes les provinces, nécessairement, le prix va descendre, là, va baisser. Là, on sait qu'en Ontario, il y a beaucoup de résistance encore là-dessus. Donc, j'ai l'impression que vraiment, là, elle tentait de faire le résumé, un ramassis, finalement, de mesures qui ont été annoncées, effectivement, dans les 2 dernières années. Mais au final, là, je suis tout à fait d'accord avec Althia, plus un exercice de communication, plutôt quelque chose un peu pour dire, un peu avant la période estivale, écoutez, on est là, on vous entend, voici ce qu'on a fait. Mais il n'y avait rien de nouveau, finalement, à proposer là, aux Canadiens. Joël Denis, dans son discours, Mme Freeland a aussi tenu à défendre le rôle de la Banque du Canada dans la lutte à l'inflation. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que Mme Freeland essaie finalement de recoller certains pots cassés, notamment après les attaques de Pierre Poilievre contre la Banque du Canada? Althia en parlait d'entrée de jeu. Ben, assurément aussi, c'est un exercice pédagogique. Oui, c'est un exercice de communication, de relations publiques, mais aussi un exercice pédagogique. Puis, vous l'avez dit, la Banque du Canada aura un rôle à jouer très important pour maîtriser l'inflation. Et un rôle qui peut-être que ne fera pas des heureux parce que son rôle, c'est d'augmenter les taux d'intérêt et ça va survenir en juillet. Mais n'empêche, on parle de l'exercice comme un exercice de relations publiques, mais c'est le rôle quand même du ministre des Finances ou de la ministre des Finances de tenter de rassurer les Canadiens. On s'est posé la question, que fait le gouvernement pour nous aider à passer cette crise? Elle a fait un récital de ce qui s'en vient, des mesures qui n'ont pas été annoncées et qui ont été annoncées, mais qui vont être mises en vigueur au cours des prochaines semaines. Donc, ça peut donner un peu d'espoir, je pense, aux Canadiens qui doivent affronter la tempête inflationniste qui sévit à l'heure actuelle. Ouais. Et c'est une façon aussi d'occuper un peu l'espace public parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement, il faut le dire,
a fait l'objet de vives critiques à la Chambre des communes de la part notamment du Parti conservateur. Donc, vous dites exercice de relations publiques et récital de ce qui s'en vient, selon Joël Denis. Un autre sujet qui a fait parler cette semaine, les conservateurs qui réclament la tête du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Bon, il l'accuse, on le sait, d'avoir menti lorsqu'il a dit que ce sont les policiers qui lui ont demandé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin au blocus des camionneurs l'hiver dernier. Catherine, est-ce qu'il y a des raisons suffisantes pour que le ministre de la Sécurité publique démissionne? Peut-être, mais il ne le fera pas. Je pense qu'effectivement, les partis d'opposition ont encore une fois raison là-dessus quand ils disent que le ministre a induit la Chambre en erreur, certainement induit le comité là, qui se penche sur la loi sur les mesures d'urgence en erreur. Le ministre a répété à de nombreuses reprises là, que finalement cette décision avait été prise là, sur l'avis des autorités policières, mais bon, quelles autorités policières, on le sait pas trop. Finalement, il a modifié son message pour dire, bien écoutez, on sait, les autorités policières, finalement, demandaient les pouvoirs, finalement, qui étaient dans la loi sur les mesures d'urgence. Donc, j'ai l'impression que, justement, il n'a pas dit la vérité. Son sous-ministre a dû sortir, un fonctionnaire a dû sortir pour finalement dire qu'il y avait eu un malentendu. Mais vraiment, je vous dirais que, bon, c'est pas acceptable de la part d'un ministre, là, surtout devant un comité qui doit faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et le ministre, donc, voilà, aurait dû dire la vérité, aurait dû être plus transparent, plus précis. Ceci dit, je ne crois pas qu'il va démissionner. Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, je suis pas nécessairement d'accord. Je dirais pas que Marco Mendicino a menti. Je dirais que Marco Mendicino a laissé une impression qui était fausse, voulue qui était fausse avec les Canadiens et envers les députés et les sénateurs qui font partie de ce comité. En fait, la première fois qu'il a dit, c'était un comité de juste de députés. Ce qu'il a dit, c'était que le gouvernement avait agi sous l'avis des forces policières, comme l'a mentionné Catherine. C'est vrai que l'Association des chefs de police a demandé pour l'application de la loi. C'est aussi vrai que, on l'a entendu de la GRC, Mme Brenda Lucki, la commissaire, qui disait que ces pouvoirs-là avaient été très utiles et qu'ils avaient discuté les pouvoirs qu'ils auraient aimé avoir, qu'ils ont finalement eu, qui a fait partie de la loi d'urgence sur les la loi sur les urgences. Les mesures d'urgence, oui, exact. Pardon. Mais est-ce qu'il devrait... Moi, je pense qu'il devrait s'excuser. Je pense que c'était malhonnête. Mais si on regarde clairement les mots qu'il a dit, il n'a pas menti en noir et blanc, mais il a laissé une impression fausse. En tout cas, mais je suis d'accord avec Catherine, il ne va pas démissionner. Joël Denis, le temps file. Je vais vous amener sur le bilan législatif aux communes alors que la session tire à sa fin. Les fameux projets de loi C11 sur la radiodiffusion et C13 sur les langues officielles sont toujours pas adoptés aux communes. Qu'est-ce que vous pensez du bilan législatif du gouvernement pendant cette session parlementaire? On peut s'interroger sur la gestion des travaux de la Chambre des communes. Ça relève du gouvernement libéral. Si on en fait une priorité, on peut prendre les moyens pour s'assurer que ces projets de loi-là, dont vous avez parlé comme le projet de loi sur la langue officielle, puissent être adoptés dans les délais qui avaient été promis. D'ailleurs, on avait promis de l'adopter, le projet de loi sur la langue officielle, d'ici la fin des travaux parlementaires. Ça ne sera pas le cas. Ça veut donc dire que on parle beaucoup de l'inertie du gouvernement Trudeau. Ça en est une illustration parce qu'on semble marcher à pas d'escargot quand il s'agit d'adopter des projets de loi qui sont jugés très importants, non seulement pour le gouvernement, mais plusieurs communautés. Les langues officielles, ça fait 5 ans qu'on attend cette réforme, mais encore une fois, il faudra patienter à l'automne pour voir cette réforme se concrétiser. On va finir avec la course au leadership conservateur parce qu'il y a eu du nouveau. Catherine, Patrick Brown a perdu Michelle Rempel comme directrice nationale de campagne. Il est aussi accusé par le clan Poilièvre d'irrégularité dans le recrutement de membres. Jusqu'à quel point c'est des mauvaises nouvelles finalement pour Patrick Brown? Ça ne va pas très bien pour lui. C'est sûr que juste avant Michelle Rempel, il y a quand même 2 députés sur 4 qui le soutenaient, qui ont décidé de changer puis d'aller soutenir M. Poilièvre. Là, Mme Rempel qui quitte la course pourrait, elle, explorer une autre course au leadership en Alberta cette fois-ci. Donc, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour lui. Pour ce qui a trait aux irrégularités, écoutez, c'était des rumeurs là, qu'on entendait depuis un bon moment. Là, le camp Poilièvre a décidé d'aller de
de donner le tout pour le tout et carrément de faire une plainte là, officielle au parti parce que, bon, eux, ils prétendent là, que M. Brown, que des gens qui travaillent pour M. Brown, en fait, auraient donné de l'argent comptant à d'autres personnes, finalement, pour payer leur membership, ce qui n'est absolument pas permis selon le parti. Donc, vraiment, ça n'a pas été une très belle semaine pour lui, pour M. Brown. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va réellement rester dans la course ou va-t-il tenter de mettre son nom de l'avant là, pour, en fait, avoir un autre terme comme maire de Brampton? C'est un peu la question qu'on se pose. Ça, c'est probablement les prochaines semaines qui vont nous le dire. En tout cas, on va en avoir un portrait sûrement plus précis d'ici le 10 septembre. Joëlle Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Et on va poursuivre justement avec la course au leadership du Parti conservateur alors qu'on entre dans la période estivale. Nous avons voulu rencontrer les candidats afin de faire le point sur leur campagne. Seulement 2 d'entre eux ont accepté notre invitation, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, et le maire de Brampton, Patrick Brown. Voici d'abord notre entretien avec Jean Charest. Bonsoir, M. Charest. Bonsoir, Mme Bégin. Vous avez annoncé le 10 mars dernier que vous vous lanciez dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Un peu plus de 3 mois plus tard, comment qualifiez-vous votre campagne jusqu'à maintenant? C'est une campagne que nous avons voulu faire à 2 niveaux. D'abord, beaucoup sur le terrain, mais aussi une campagne de contenu. Et aux deux plans, je pense qu'on a assez bien exécuté. D'abord, évidemment, on s'est beaucoup déplacé, on a fait beaucoup de communication. Et sur le plan du contenu, nous sommes la campagne qui a produit le plus d'idées, de politique et d'orientation sur les grands sujets, sur le développement des ressources, services de garde, défense nationale, défense de l'Arctique, enfin. Là-dessus, on a bien réussi. Maintenant, c'est une campagne qui se joue au niveau des comtés. Il y a 100 points par comté. C'est un peu compliqué à expliquer pour le commun des mortels parce que c'est pas évident, là, mais tu sais, il y a 338 comtés au Canada. C'est 100 points d'alloués par comté avec un vote préférentiel, un premier, deuxième, troisième choix. C'est donc une course au leadership sur laquelle c'est difficile d'avoir de la lisibilité. Ouais. Mais nous, on est très confiants de là où nous sommes. Bon, on sait qu'une des étapes importantes dans cette course, ça a été la vente de cartes de membres, période qui s'est terminée le 3 juin dernier. Contrairement à d'autres candidats, vous avez choisi de ne pas révéler le nombre de cartes que vous aviez vendues. Certains jugent que c'est parce que la récolte n'a pas été aussi importante que prévu. Pourquoi vous avez choisi justement de ne pas révéler vos chiffres, vous? Madame Bégin, la course est décidée par des points par comté, pas par le nombre de cartes de membres vendues. C'est tellement vrai que lors des 2 dernières courses au leadership, le meneur a perdu. Et celui qui a vendu le plus de cartes, semble-t-il, a perdu. Pourquoi ils ont perdu? Parce que c'est justement un bulletin préférentiel où les gens font leur premier, deuxième, troisième choix. Et là, c'est facile de comprendre. Celui qui est meneur est le deuxième, n'est jamais le deuxième choix des autres candidats. Et s'il n'y a pas de victoire au premier tour, ben là, par élimination, il finit par perdre au plus fort. Et c'est là où nous sommes. C'est exactement là où je suis actuellement dans cette course au leadership. Votre adversaire, Pierre Poilievre, bon, vous le savez, affirme quant à lui avoir vendu un nombre assez élevé de cartes de membres, plus de 300 000. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres de M. Poilievre? Bien, il en dit beaucoup de choses. M. Poilievre en dit beaucoup. Et vous savez à quel point il faut prendre ça avec un grain de sel. Alors, on prend ça beaucoup avec un grain de sel et de toute façon, notre adversaire dans cette course au leadership, éventuellement, lorsque je deviendrai chef du parti, c'est Justin Trudeau. Alors, mais M. Poilievre dira ce qu'il voudra. En bout de ligne, on verra au compte final parce que M. Poilievre doit également savoir que le meneur dans ces courses-là ne gagne jamais. Ouais. Alors, si c'est le cas, ben, ça augure bien pour ma course. Bon, vous dites justement lorsque je deviendrai chef du parti, parce qu'on assiste à une course au leadership qui est très polarisante jusqu'à maintenant, course qui a donné lieu à des attaques très dures, notamment entre vous et M. Poilievre. Si c'est vous, justement, qui remportez cette course le 10 septembre, est-ce que vous allez faire de la place à M. Poilievre? Est-ce que vous allez être capable de travailler avec M. Poilievre? Je travaillerai avec tous les candidats de la course au leadership. Là-dessus, je suis très confiant, d'autant plus que je travaille dans un seul but, c'est de gagner la course au leadership. C'est le seul scénario que j'envisage. Et dans ce scénario-là, je travaillerai avec tous les candidats dans la mesure où ils veulent aussi travailler avec moi.
Ouais. Reste quand même que c'est possible aussi que ce soit Pierre Poilievre qui remporte cette course. Est-ce que vous comptez vous présenter comme candidat conservateur quand même si jamais Pierre Poilievre remporte cette course? Ben voilà, je venais justement de vous dire que le seul scénario que j'envisage, c'est celui où je vais gagner la course et je suis en plein milieu de cette course-là pour la gagner. Alors, j'envisage aucun autre scénario. Je suis en plein milieu de cette bataille pour gagner le leadership que je vais gagner. Je suis très confiant là-dessus. Alors, c'est le seul scénario que j'envisage. Oui, vous n'envisagez pas donc la défaite. Non. La course, M. Charest, met encore plus en évidence les divisions entre les conservateurs plus à droite socialement et les conservateurs plus centristes. Il y a l'ancien premier ministre Brian Mulroney qui a affirmé publiquement cette semaine qu'il ne se reconnaissait plus dans le Parti conservateur d'aujourd'hui. Comment vous réagissez à cette déclaration de M. Mulroney? Monsieur Mulroney, que je connais et je respecte, évidemment, j'ai servi dans son gouvernement, alors on se connaît très bien, a fait une déclaration, je pense, sur des observations qu'il a fait sur la course au leadership. Moi, je peux vous dire que de mon expérience, de mon constat, un parti politique, c'est une institution qui est vivante et qui évolue avec le temps. Chaque chef marque aussi le parti. Et ce qu'il y a de fondamental, ce sont les valeurs du parti, les valeurs conservatrices. Et moi, les valeurs auxquelles je crois et auxquelles j'ai toujours souscrit et auxquelles je me suis gouverné en fonction de ces valeurs-là, c'est celui du conservatisme sur le plan fiscal, l'économie de marché, les politiques économiques qui font de la croissance, que ce soit pour les ressources naturelles, même pétrole, gaz, pipeline, pigné, aux familles au pluriel, et le respect de la règle de droit, et aussi une valeur importante pour le Canada. Le conservatisme pratiqué par le Parti conservateur du Canada est très respectueux des provinces et de notre système fédéral. Voilà les valeurs conservatrices auxquelles je crois et autour duquel nous allons rassembler les militants du parti, mais également les députés. Oui. Je vais vous entendre sur le sondage léger qui a été publié mercredi et qui révèle que Pierre Poilievre est le candidat le plus populaire auprès des conservateurs. En fait, 44 disent qu'il ferait le meilleur chef. Selon ce sondage-là, vous êtes à 14 mais vous êtes beaucoup plus populaire auprès des électeurs qui votent habituellement pour d'autres partis politiques. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ces chiffres-là? Bien, je retiens surtout votre dernier constat. Et je pense que c'est celui-là qui compte pour les militants conservateurs, parce que là, nous sommes à l'étape de persuasion des militants, de ceux qui sont membres en date du 3 juin, qui exprimeront leur droit de vote. Quelles questions doivent-ils avoir en tête au moment où ils feront leur choix et marqueront leur bulletin? Et la question de la capacité de gagner une élection générale, c'est extrêmement important. Nous venons de perdre 3 élections consécutives. M. Poilievre, ce que le sondage semble indiquer, puis en passant, je prends toujours les sondages avec un grain de sel, Mme Bégin, vous savez, mais ce que le sondage semble indiquer, c'est que je suis celui qui peut faire élire un gouvernement national pour les conservateurs au Canada. Ouais. Là-dessus, j'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Et M. Poilievre fait, lui, exactement le contraire. Non seulement il ne peut pas élire un gouvernement national, mais en fait, il rétrécirait la base du parti. Le temps file, M. Charest. Je veux revenir avec vous sur votre décision de vous lancer dans cette course. Ça en a surpris quand même plusieurs. On sait qu'après presque 10 ans comme premier ministre du Québec, vous avez travaillé 10 ans dans le secteur privé. Quel est le facteur le plus déterminant qui vous a amené à vous lancer dans cette course? Voir mon pays profondément divisé et voir mon pays avec une économie qui est bien en deçà de ce qu'elle devrait être. Et quand je dis que le pays est divisé, Mme Bégin, c'est pas uniquement l'Est et l'Ouest, c'est entre les Canadiens qui habitent les régions rurales, les régions urbaines, même entre les générations. Pour moi, c'est une situation que nous ne devrions pas accepter. Et les conservateurs sont l'alternative nationale aux libéraux fédéraux et doivent absolument remplir cette mission. Et c'est pour ça que je suis candidat. Et sur le plan économique aussi, il nous faut des politiques économiques pour grossir l'économie. M. Trudeau, là-dessus, honnêtement, là, c'est déplorable. Ouais. Finalement, au plan international aussi, il faut que le Canada retrouve sa voie parce que c'est pitoyable ce que nous avons actuellement comme image et comme leadership au niveau international. Jean Charest, merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. Au revoir. Patrick Brown, bonsoir.
Bonsoir, c'est un plaisir de parler avec vous ce soir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Brampton depuis 2018. Avant ça, vous avez œuvré en politique sur la scène fédérale et provinciale. Vous avez été, entre autres, chef du Parti progressiste conservateur de l'Ontario. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la chefferie du Parti conservateur du Canada? Je pense que c'est important de bâtir un parti conservateur multiculturel, multiconfessionnel, moderne et inclusif, et qui peut gagner la prochaine élection. Maintenant, je pense que c'est important d'agrandir le parti. Et maintenant, dans le banlieue canadien, comme Brampton, comme dans la région de Grand Toronto, Vancouver, Montréal, les partis perdent chaque élection. Et je pense que nous pouvons changer ça. Des 6 candidats dans la course à la direction du parti, vous n'êtes pas le seul qui se qualifie de centriste. On a d'ailleurs parlé à Jean Charest il y a un instant. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats plus centristes, je dirais moins à droite dans cette course? Dans cette chefferie, il y a des différents candidats. Je pense que je suis le candidat avec la capacité de gagner cette élection. Et je pense que maintenant, avec le nouveau membre, que c'est une élection avec Pierre Poilievre et moi. Et je inscris plus que 150 000 nouveaux membres. Et ça, c'est un grand chiffre de nouveaux membres et rendre mon campagne dans une position où nous pouvons gagner. Et je pense que c'est important d'avoir un candidat qui peut gagner contre Pierre Poilievre parce que Pierre Poilievre prend des positions où nous perdre la prochaine élection. Oui. Bon, vous parlez des nouveaux membres. On apprenait justement cette semaine que le Parti conservateur enquête sur des allégations selon lesquelles votre campagne aurait remboursé les frais d'adhésion à des nouveaux membres que vous avez recrutés. La plainte provient de l'équipe de Pierre Poilievre qui dit avoir des enregistrements audio en preuve. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, M. Brown? C'est pas correct et c'est une distraction. C'est absolument faux et c'est une distraction parce que maintenant, il y a une crise pour la campagne Poilievre. C'est la crise de la situation avec le Bitcoin. Pierre Poilievre apprend les positions avec le Bitcoin. Il dit que ça, c'est la façon où nous pouvons éviter l'inflation. Et maintenant, si les Canadiens prennent l'avis de Pierre Poilievre, il va perdre plus que 50% de leurs investissements. Ça, c'est une distraction à cause de son position avec le Bitcoin. C'est une position ridicule. Oui. Il y a visiblement beaucoup de tensions entre votre camp et celui du clan Poilievre sur les médias sociaux. Pierre Poilievre dit que vous vous noyez en fait dans les scandales, que vous avez perdu votre présidente de campagne, Michelle Rempel, perdu aussi l'appui de députés conservateurs, 2 entre autres, la semaine dernière. Qu'est-ce que ça révèle, Patrick Brown, sur l'état de votre campagne au leadership jusqu'à maintenant? Ça, c'est par l'impression d'une campagne avec beaucoup de confiance. Je pense que la raison que la campagne de Pierre Poilievre a attaqué mon campagne, il est peur. Il est peur que nous inscrire beaucoup de nouveaux membres dans chaque province, dans tous côtés de le pays. Et quand il attaquait l'autre campagne chaque jour, ça, c'est pas l'impression d'une campagne avec beaucoup de confiance. Et avec Michelle Rempel, je suis fier de Michelle Rempel. Et Michelle Rempel a présenté pour chef du parti Alberta. Elle appuie mon campagne encore, mais pas comme une position de co-président parce qu'elle est une candidate maintenant pour le chefferie du Parti conservateur d'Alberta. Mais pour moi, Michelle Rempel est une amie et je suis fier de son campagne. Mais quand même, c'est une grosse perte pour vous. Comment vous qualifiez votre campagne jusqu'à maintenant? Non, c'est pas... Michelle Rempel appuie notre campagne, mais
Elle est une candidate maintenant pour une autre position. Je suis fier de Michelle et je suis fier de mon campagne. Notre campagne a inscrire des nouveaux membres dans chaque province, dans tout côté de le pays. Et à cause de cette incroyable campagne par les nouveaux membres du Parti conservateur, et rendre notre campagne dans une position où nous pouvons gagner cette chefferie. Oui. Je vais vous entendre sur la loi 21 du Québec maintenant, la loi sur la laïcité. Comme maire de Brampton, on sait que vous vous êtes opposé farouchement à la loi 21. Vous êtes même parti en croisade pour financer une contestation de la loi dans les tribunaux. Quel impact ça va avoir sur vos chances de récolter des appuis au Québec, vous croyez? Quand la chefferie commençait, il y a seulement 6 000 membres dans la province du Québec et mon campagne a inscrit plus que 10 000 nouveaux membres dans la province de Québec. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de bénévoles dans le Québec qui appuient mon campagne parce qu'ils connaissent que je suis une candidate qui va opposer la loi 21 parce qu'il est contre le charte canadien. Je suis certain que la loi 21 est contre la liberté religieuse et c'est contre les valeurs fondamentales de notre pays. Oui, parce que, bon, votre stratégie à vous, Patrick Brown, c'est de faire campagne, on le sait, auprès des communautés culturelles. Je vous demanderais jusqu'à quel point le Parti conservateur a du travail à faire pour mieux représenter les communautés culturelles au Canada. Il y a de travail de faire. Je suis fier que chaque fois qu'il y a un vote important pour la communauté culturelle, j'ai toujours appuyé toute la communauté. Je toujours bâtir pour protéger les droits de tous les Canadiens. Et maintenant, avec le Parti conservateur, il y a du travail de faire pour donner la confiance à la communauté culturelle que notre parti va protéger leurs droits. Un exemple de ça est l'islamophobie, où le Parti conservateur, les personnes comme Pierre Poilievre, votaient contre une motion pour opposer l'islamophobie. Au niveau provincial, je suis fier d'être le seul chef d'un parti conservateur qui a appuyé les motions qui opposent l'islamophobie. Le on et le on et le on. Oui. Sur la suite des choses, parce qu'on sait que jusqu'à maintenant, il y a eu 2 débats officiels entre les 6 candidats à la chefferie. Vous avez demandé vous-même un 3e débat d'ici au 10 septembre. Le candidat Poilievre, on le sait, refuse. Pourquoi c'est important d'avoir un autre débat dans cette course? Je pense que c'est important d'avoir l'occasion d'avoir une discussion sur les enjeux importants pour les Canadiens. Et c'est étrange que Pierre Poilievre ait peur maintenant de le débat. Je sais qu'il trouve les derniers 2 débats difficiles, mais pour être le chef de parti, ça c'est un important test de montrer à les membres de notre parti que tu peux avoir un débat au niveau national. Et c'est étrange quand les candidats cachés dans son cave pour éviter les débats. Comment, en terminant rapidement, comptez-vous faire campagne d'ici au 10 septembre? Maintenant, c'est un grand pays et j'ai besoin chaque jour pour visiter les différentes circonscriptions. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai visité les circonscriptions dans Hamilton et London et chaque jour, j'ai visité les différentes circonscriptions dans les différents côtés de le pays et je vais prendre ce temps pour avoir les réunions avec les conservateurs, les bénévoles, les nouveaux membres dans tous côtés de notre pays. On va continuer à suivre votre campagne. Patrick Brown, je rappelle que vous êtes candidat à la course à la direction du Parti conservateur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à bientôt. Au revoir.